Un médaillon familial, deux âmes qui se croisent dans une imposante villa, sans savoir que le destin les a réunis pour une raison. Les saisons retrouvées racontent l'histoire bouleversante de Maria, jeune femme enceinte qui devient aide-soignante d'Eduardo, un homme fortuné prisonnier de sa solitude et de ses regrets. Entre ces murs de marbre, des secrets attendent d'être révélés, des liens brisés demandent à être restaurés. Si vous aimez les récits qui touchent au cœur des relations familiales, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Dans ce monde où tout semble perdu, croyez-vous que l'amour puisse transcender les blessures du passé? Le portail imposant de la Villa Bellevue se dressait comme une frontière entre deux mondes. Maria s'arrêta un instant, une main posée instinctivement sur son ventre arrondi, l'autre serrant la lettre d'embauche qu'elle avait relue 100 fois pendant le trajet. À 26 ans, elle n'avait jamais imaginé se retrouver ainsi, portant un enfant dont le père avait disparu à l'annonce de sa grossesse et cherchant refuge dans une demeure étrangère où elle serait désormais employée comme aide-soignante. « Vous êtes attendue », annonça le gardien après avoir vérifié son nom. « Madame Hélène vous conduira à vos quartiers. » Le gravier crissait sous ses pas, tandis qu'elle avançait dans l'allée bordée de marronniers centenaires. Maria leva les yeux vers la façade de pierre pâle, où s'ouvraient d'innombrables fenêtres, certaines brillantes, d'autres voilées de rideaux épais. Derrière l'une d'elles, un homme l'observait. Eduardo Mercier, à 68 ans, avait bâti un empire immobilier, mais ses jambes affaiblies par une polyneuropathie le trahissaient désormais. De sa fenêtre, il scrutait la jeune femme qui traversait son domaine. Celle qu'on lui avait recommandée pour l'aider dans ses soins quotidiens portait visiblement la vie. Une idée que son médecin trouvait excellente. La présence d'une future mère apportera de la vitalité dans cette maison trop silencieuse, monsieur Mercier. Il se détourna de la fenêtre, s'appuyant lourdement sur sa canne. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette jeune inconnue portait en elle bien plus qu'un enfant à naître. Elle était le chaînon manquant d'une histoire qu'il croyait enterrée depuis longtemps. « Je peux le faire moi-même », grogna Eduardo, en repoussant la main de Maria, qui tentait d'ajuster son col de chemise. « Bien sûr, monsieur », répondit-elle, simplement en reculant d'un pas. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée, et la patience était devenue son alliée la plus précieuse. L'intransigeant maître des lieux n'acceptait l'aide qu'avec réticence, comme si chaque geste d'assistance lui rappelait ce que le temps lui avait pris. La jeune femme l'observa lutter seule avec ses boutons pendant quelques instants avant de se diriger vers la terrasse pour préparer le petit déjeuner. Le médecin avait insisté. Eduardo devait prendre l'air chaque matin, même quand l'automne commençait à fraîchir l'atmosphère. « Café noir, un sucre », marmonna-t-il en la rejoignant, sa canne frappant le sol de marbre à un rythme irrégulier. « Et les médicaments ?» ajouta Maria en déposant un petit plateau à côté de la tasse. Leurs doigts se frôlèrent quand il prit la soucoupe, et Maria remarqua la légère hésitation dans son mouvement, cette microseconde où le tremblement cessait, comme si le contact humain, même fugace, apaisait momentanément sa condition. « Vous aimez la musique, monsieur Mercier ?» demanda-t-elle pour briser le silence. « Pourquoi cette question ? Les partitions dans le salon, le piano qui semble régulièrement entretenu, mais jamais joué. » Eduardo but une gorgée de café avant de répondre, son regard perdu vers les montagnes qui se dessinaient à l'horizon. « Ma femme jouait, chaque jour, pendant 30 ans. » Il ne dit rien de plus, mais ces quelques mots dévoilaient l'existence d'un passé dont personne ne parlait dans cette maison. Maria n'insista pas. Le temps lui apprendrait que les plus grands secrets de la Villa Bellevue ne se cachaient pas dans des coffres forts, mais dans les silences qui habitaient ces vastes pièces. Ce soir-là, en rangeant la bibliothèque comme Eduardo le lui avait demandé, Maria découvrit une photographie glissée entre les pages d'un vieux roman. Une jeune femme riait, ses mains posées sur un ventre rond, semblable au sien. La photographie tremblait légèrement entre les doigts de Maria. Cette femme, dont le sourire irradiait malgré la patine du temps sur le papier, portait un pendentif qu'elle reconnaissait. Un médaillon en forme de goutte d'eau serti d'une pierre bleue, sa mère avait possédé le même. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix d'Eduardo, soudaine et tranchante, la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, ses yeux fixés sur l'image qu'elle tenait. « Je rangeais les livres comme vous me l'aviez demandé », répondit Maria, tendant spontanément la photo vers lui. Elle est tombée d'entre les pages. Eduardo s'avança, ses pas incertains contrastant avec la fermeté de son regard. Il prit la photographie sans un mot, l'examina longuement, puis la rangea dans la poche intérieure de sa veste. « Ce livre n'appartient pas à cette étagère.
dit-il finalement, désignant l'ouvrage que Maria avait laissé ouvert sur la table. Les romans de Camus vont dans la section des existentialistes, pas avec les classiques du 19e. La déflexion était évidente. Mais Maria n'insista pas. Cette nuit-là, allongée dans son petit lit de la chambre de service, elle repensa au médaillon. Sa mère lui avait toujours dit que c'était un cadeau de sa grand-mère, vendu pendant les années difficiles qui avaient suivi sa naissance. Un héritage de famille, avait-elle précisé sans jamais s'étendre sur son origine. Le lendemain, Eduardo fut particulièrement taciturne. Pendant sa séance d'exercice physique, que Maria supervisait désormais, il fixait obstinément le jardin à travers la baie vitrée. « Vous avez grandi où, Maria » demanda-t-il soudainement. « À Marseille, dans le quartier de l'Estaque. Et votre mère » Maria étendit la jambe d'Eduardo avec précaution avant de répondre. « Elle est décédée, il y a 3 ans. Cancer. » Un silence. « Son nom » Lucie. Lucie Dumas. Les mains d'Eduardo se crispèrent imperceptiblement sur les accoudoirs de son fauteuil. Ce nom semblait réveiller en lui un souvenir enfoui, comme une mélodie qu'on reconnaît sans pouvoir l'identifier complètement. « Pourquoi ces questions, monsieur Mercier ?»« Simple curiosité, répondit-il, détournant le regard. Il faut bien que je connaisse un minimum la personne qui s'occupe de moi. Mais ce n'était pas de la simple curiosité. Maria le sentait. Quelque chose dans cette maison, dans cet homme, résonnait avec son histoire personnelle, comme si le hasard qui l'avait mené ici n'en était pas un. Plus tard dans la journée, alors qu'Eduardo faisait sa sieste habituelle, Maria céda à une impulsion. Elle se rendit dans l'aile ouest, celle qui restait perpétuellement fermée. Hélène, l'intendante, lui avait expliqué qu'il s'agissait des anciens appartements de Madame Mercier, conservés intacts depuis son départ. La porte n'était pas verrouillée comme elle s'y attendait. Dans la pénombre de la chambre préservée, les rideaux tirés filtraient une lumière dorée. Sur la coiffeuse, parmi flacons de parfum et brosses à cheveux, se trouvait un écrin ouvert, vide. Les jours s'étiraient en une routine paisible à la Villa Bellevue. Octobre teintait les jardins d'ocre et de rouge, et Maria avait pris l'habitude d'emmener Eduardo faire une promenade quotidienne parmi les allées bordées d'érables japonais. Sous la surface de leurs échanges désormais plus détendus, des questions non formulées continuèrent de flotter. « Vous n'avez jamais eu d'enfant, monsieur Mercier ?» osa-t-elle demander un après-midi, alors qu'ils observaient ensemble les feuilles tourbillonner dans le vent. Le prune. Silence qui suivit fut si long que Maria crut qu'il ne répondrait pas. Eduardo s'était immobilisé, sa main serrée autour du pommeau de sa canne. « J'ai eu une fille, » dit-il finalement, sa voix à peine audible par-dessus le bruissement des feuilles. « Il y a très longtemps. » Maria attendit la suite, mais rien ne vint. Plus tard, en préparant le thé dans la cuisine, elle intercepta une conversation entre Hélène et le jardinier. « Le même âge qu'aurait eu mademoiselle Claire aujourd'hui, » murmurait Hélène. « Je comprends pourquoi il l'a engagée, même dans son état. »« Chut !» l'interrompit le jardinier en apercevant Maria. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Maria sortit de sa chambre pour respirer l'air frais du jardin. La maison semblait différente dans l'obscurité, comme si les ombres révélaient des contours que la lumière dissimulait. En passant devant le bureau d'Eduardo, elle remarqua un filet de lumière sous la porte. Elle hésita, puis frappa doucement. « Entrez !» répondit une voix fatiguée. Eduardo était assis derrière son bureau massif, des dossiers éparpillés devant lui. Il paraissait avoir vieilli de 10 ans en une soirée. « Je vous ai entendu, » expliqua Maria. « Je pensais que vous pourriez avoir besoin de quelque chose. »« De la compagnie, peut-être, » répondit-il avec un demi-sourire inattendu, lui indiquant le fauteuil face à lui. Maria s'installa, consciente de l'étrangeté de la situation. Son regard tomba sur un petit coffret en bois d'olivier posé entre eux. « C'était l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, » dit Eduardo en suivant son regard. « Elle aurait eu 45 ans. Je suis désolé, » murmura Maria. « Elle n'est plus parmi nous ?» Eduardo ouvrit le coffret, révélant une collection de petits objets. Un ruban décoloré, une dent de lait, une boucle de cheveux blonds. « Je ne sais pas, » répondit-il avec une franchise désarmante. « Claire a disparu de ma vie il y a 27 ans, quand elle avait 18 ans. Enceinte, nous nous sommes disputés, terriblement. J'étais un autre homme à l'époque, Maria. Rigide, inflexible, je lui ai donné un ultimatum. Renoncer à cet enfant ou quitter cette maison. » Ses yeux s'embuèrent. Elle a choisi son enfant. Je n'ai jamais revu ma fille, ni connu mon petit enfant. Maria sentit son propre enfant bouger en elle, comme pour souligner la portée de ses mots. Dans sa tête, des coïncidences commençaient à s'aligner, formant un motif qu'elle n'osait pas encore reconnaître. « Monsieur Mercier, commença-t-elle avec précaution. Ma mère s'appelait Lucie, mais
Son nom de naissance était Claire. Le bureau d'Eduardo était plongé dans un silence assourdissant. Le temps semblait suspendu entre deux battements de cœur, celui de Maria qui s'accélérait et celui d'Eduardo qui paraissait s'être arrêté. « Claire, Lucie », murmura-t-il enfin, comme s'il testait la consonance de ces deux noms ensemble. Elle a changé de prénom. Ce n'était pas une question, mais une constatation, empreinte d'une tristesse infinie. Ma mère m'a toujours dit qu'elle avait choisi Lucie quand elle a commencé une nouvelle vie, confirma Maria, sa voix à peine audible. Elle disait que c'était pour marquer un nouveau départ, dans la lumière. Eduardo se leva péniblement et se dirigea vers une bibliothèque. Ses doigts tremblants parcoururent les reliures avant de s'arrêter sur un album qu'il ramena à son bureau. Les pages jaunies contenaient l'histoire d'une autre époque. Claire enfant sur une balançoire, adolescente au piano, jeune femme radieuse lors d'une fête. « Votre mère », dit-il en tournant une page où figurait la même photo que Maria avait trouvée dans le livre. « Enceinte de vous ». Maria effleura le papier glacé, établissant un lien tangible avec ce passé qui soudain devenait le sien. Sa gorge se noua quand elle réalisa la portée de ce moment. « Vous êtes mon grand-père », articula-t-elle lentement, comme pour donner forme à cette vérité encore brumeuse. Eduardo ferma les yeux submergés par l'émotion. « J'ai cherché Claire pendant des années », confessa-t-il. « Quand ma femme est partie me reprochant mon intransigeance, j'ai compris l'ampleur de mon erreur. Mais Claire, Lucie, avait disparu. Elle ne voulait pas être retrouvée. Elle parlait peu de son passé, confirma Maria. Juste assez pour que je sache qu'elle venait d'une famille aisée qui l'avait rejetée. Elle disait toujours que son véritable héritage, c'était moi. » Eduardo rouvrit les yeux, révélant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée. Comment était-elle, Maria, comme mère? Et ainsi, dans la pénombre d'un bureau au mur chargé de souvenirs, Maria commença à raconter l'histoire de Lucie Dumas, la femme courageuse qui avait élevé seule sa fille dans un petit appartement de Marseille, qui chantait des berceuses italiennes le soir, qui travaillait comme infirmière à l'hôpital Saint-Joseph, qui riait fort et pleurait en cachette. Aux premières lueurs de l'aube, lorsqu'ils se séparèrent enfin, quelque chose avait changé dans la villa Bellevue. Les murs semblaient respirer différemment, comme si la maison elle-même reconnaissait le retour d'une part de son âme. Le lendemain, un dimanche, Eduardo demanda à Maria de l'accompagner dans l'aile ouest. Pour la première fois, il entra volontairement dans la chambre de Claire, préservée comme un sanctuaire pendant toutes ces années. « Je venais ici en secret », admit-il, en caressant la couverture du lit, « pour me punir, peut-être pour me souvenir. » Maria observait cet homme diminué physiquement mais soudain plus grand dans son humanité. Dans cette pièce, le temps avait créé une capsule parfaite des années 90. Posters de groupes de rock, livres de philosophie, un vieux Walkman sur la table de nuit. Elle adorait Tracy Chapman, dit Eduardo en pointant une cassette. Elle écoutait Fast Car en boucle. Ma mère aussi, sourit Maria. Elle me la chantait comme berceuse. Ils ouvraient des tiroirs, redécouvraient ensemble cette jeune fille qu'ils avaient connue différemment. Dans le secrétaire, Maria trouva un journal intime à la couverture usée. « Je n'ai jamais osé le lire », avoua Eduardo. « Ça me semblait une violation. » Maria hocha la tête, respectant ce choix. Pourtant, une enveloppe dépassait des pages, adressée simplement à papa. Elle la lui tendit sans l'ouvrir. Les mains d'Eduardo tremblaient tellement qu'il demanda à Maria de la lire pour lui. Elle déplia soigneusement la lettre jamais envoyée, datée du jour où Claire avait quitté la maison. « Cher papa, quand tu trouveras cette lettre, je serai déjà parti. Je porte la vie en moi et je dois la protéger, même contre toi. Un jour, peut-être, tu comprendras que l'amour ne se plie pas aux conventions ni aux attentes. Il grandit sauvagement, comme les roses du jardin que maman refusait de tailler trop sévèrement. Je ne te demande pas de m'approuver, seulement de respecter mon choix. Je vais disparaître pour un temps jusqu'à ce que tu sois prêt à nous accueillir, mon enfant et moi, sans condition. J'emporte avec moi le médaillon de grand-mère. Tu disais qu'il se transmettait aux femmes fortes de notre famille. Je le donnerai à mon enfant un jour, pour qu'il ou elle sache d'où vient sa force. Je t'aime malgré tout, Claire. » Les larmes coulaient librement sur le visage d'Eduardo. « Elle m'attendait, » murmura-t-il, « et je n'ai jamais fait le premier pas. » Maria prit sa main dans la sienne. Elle vous a attendu, oui, puis elle a avancé, comme vous le lui aviez appris, avec détermination. Comme tu l'as fait en venant ici, observa Eduardo. Un rayon de soleil perça à travers les rideaux, illuminant la poussière qui dansait dans l'air. Maria s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit grand. L'air frais d'automne s'engouffra dans la pièce, chassant l'odeur de renfermé. Il est temps que cette chambre respire à nouveau.
dit-elle simplement. Un matin de novembre, Maria fut réveillée par une mélodie. Fragile, hésitante, mais indubitablement réelle. Elle enfila rapidement sa robe de chambre et suivit les notes jusqu'au grand salon. Eduardo était assis au piano, ses doigts raides cherchant les touches avec une concentration intense. Il jouait maladroitement ce qui ressemblait à une berceuse. « Je ne savais pas que vous jouiez, » dit Maria en s'approchant. « Je ne joue pas, » répondit-il sans s'arrêter. C'est Claire qui jouait. Je l'écoutais. Cette mélodie, elle l'avait composée quand... Elle avait 16 ans. Maria s'assit à côté de lui sur le banc du piano. « Elle me l'a transmise, » murmura-t-elle. « Sans piano, juste sa voix. Je la reconnais. » Eduardo s'arrêta, visiblement ému. « Tu pourrais la chanter ?» Et ainsi, dans le salon baigné de lumière matinale, la voix de Maria s'éleva, pure et claire, portant la mélodie que sa mère lui avait léguée. Eduardo reprit doucement l'accompagnement, ses doigts retrouvant peu à peu une agilité oubliée. Hélène, attirée par la musique, resta figée à l'entrée du salon, témoin silencieuse de ce moment où le passé et le présent fusionnaient en une harmonieuse réconciliation. Cette scène marqua un tournant. Dans les jours qui suivirent, la Villa Bellevue sembla s'animer d'une énergie nouvelle. Eduardo demanda qu'on ouvre toutes les pièces fermées depuis des années. Il fit venir un accordeur pour le piano, commença à sortir plus régulièrement au village voisin, parfois même sans sa canne pour les courtes distances. Un soir, alors qu'il partageait un dîner, désormais à la même table et non plus Eduardo seul dans la salle à manger, pendant que Maria mangeait à la cuisine, il aborda un sujet qu'ils avaient soigneusement évité. « Le père de ton enfant », commença-t-il avec délicatesse, « tu ne parles jamais de lui. » Maria reposa sa fourchette, son visage se fermant légèrement. « Il s'appelle Thomas. Quand je lui ai annoncé ma grossesse, il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il avait une opportunité professionnelle à l'étranger, qu'il m'aimait mais que ce n'était pas le bon moment. Comme le père de ton propre enfant, » observa Eduardo, la culpabilité transparaissant dans sa voix. « Non, » corrigea doucement Maria. « Vous avez exigé un choix impossible par conviction, aussi erronée soit-elle. Lui, il a simplement choisi la facilité. » Eduardo hocha la tête, acceptant cette distinction sans chercher à s'absoudre. « Et maintenant, quel est ton plan ?» demanda-t-il. « Après la naissance. » Maria caressa son ventre, songeuse. « Avant de venir ici, j'avais prévu de retourner à Marseille, de reprendre mes études d'infirmière à temps partiel. J'ai une amie qui pourrait m'héberger les premiers temps. » Un silence s'installa, chargé de possibilités non exprimées. « Tu pourrais rester, » dit finalement Eduardo, « pas comme employé, comme famille. » Le mot résonna dans la pièce, puissant et fragile à la fois. « Cette maison est trop grande pour un vieil homme seul, » poursuivit-il. « Et ton enfant, mon arrière-petit-enfant, mérite un jardin où courir, des arbres où grimper. » Maria ne répondit pas immédiatement, mesurant le poids de cette proposition. « Laisse-moi y réfléchir, » dit-elle enfin. « C'est une décision importante. » Eduardo acquiesça, comprenant la nécessité de cette prudence. Cette nuit-là, chacun dans sa chambre, ils contemplèrent un avenir qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait offrir davantage de promesses que de regrets. Maria découvrit le carnet par hasard en réorganisant la bibliothèque à la demande d'Eduardo. Un petit cahier bleu glissait entre deux encyclopédies médicales. Elle l'aurait rangé sans l'ouvrir si une photographie n'en était pas tombée, celle d'un jeune homme au sourire confiant, en blouse blanche d'étudiant en médecine. L'écriture à l'intérieur était celle de sa mère. Elle la reconnut immédiatement. Des notes datant de ses années d'études d'infirmière. Maria feuilleta les pages jaunies avec respect, s'arrêtant sur une annotation en marge. Rencontré. À aujourd'hui, ses yeux me rappellent ceux de papa, la même intensité. Elle tourna plusieurs pages, découvrant l'histoire d'une romance naissante entre sa mère et cet A, un étudiant en médecine. Un amour apparemment profond, mais compliqué. « J'ai dit à A pour le bébé aujourd'hui », disait une entrée datée de quelques mois plus tard. « Il veut que nous formions une famille, mais je ne peux lui dire la vérité sur mon passé, sur mon père. Comment construire sur des secrets ?» Maria referma le carnet, troublée. Sa mère lui avait toujours dit que son père était parti avant sa naissance, qu'il n'avait pas voulu d'un enfant. Jamais elle n'avait mentionné qu'il avait souhaité rester, que c'était elle qui avait choisi de s'éloigner. Elle hésita, avant d'apporter sa découverte à Eduardo. Le vieil homme parcourut les pages en silence, s'attardant sur les passages où Claire évoquait son père avec une tendresse mêlée de chagrin. « Elle ne m'a jamais vraiment détesté, » murmura-t-il, incrédule. « Elle était en colère, nuança Maria, mais elle vous aimait toujours. »
Eduardo s'arrêta sur une page particulière, ses sourcils se fronçant. Ce médecin a... Elle donne son nom complet ici. Antoine Vernier. Il leva les yeux vers Maria, une étrange lueur y brillant. C'est mon médecin actuel, le docteur Vernier qui vient me voir chaque mois depuis 3 ans. Maria sentit le sol vaciller sous ses pieds. Mon père travaille ici. Il vous connaît. Il ne sait pas qui tu es, réalisa Eduardo. Ni qui je suis par rapport à toi. Claire, Lucie, ne lui a jamais révélé son véritable nom. Le carnet entre eux semblait soudain chargé d'un pouvoir presque magnétique, reliant passé et présent, les absents et les présents. Sa prochaine visite est prévue la semaine prochaine, dit Eduardo, le 27. Maria posa une main protectrice sur son ventre. Est-ce que je veux le rencontrer? Est-ce que j'ai le droit de bouleverser sa vie actuelle? Ce n'est pas à moi de répondre à ces questions, dit doucement Eduardo. Mais sache une chose que j'ai apprise trop tard. Les secrets nous protègent temporairement, mais finissent toujours par nous emprisonner. Cette nuit-là, Maria écrivit dans son propre journal, commençant par ces mots. « Cher enfant, aujourd'hui j'ai découvert que les histoires que nous nous racontons ne sont parfois que des fragments de vérité. Ton grand-père, que je n'ai jamais connu, pourrait entrer dans notre vie, comme ton arrière-grand-père y est entré, par un détour du destin que personne n'aurait pu imaginer. » Le docteur Antoine Vernier arriva à la Villa Bellevue par un matin brumeux. Maria l'observait depuis la fenêtre de sa chambre, son cœur battant à tout rompre. Il était plus âgé que sur la photo du carnet, bien sûr, mais elle reconnut immédiatement quelque chose de familier dans sa démarche, dans la façon dont il inclinait légèrement la tête. « Je ne sais pas si je peux faire ça », murmura-t-elle à Eduardo qui attendait avec elle. « Tu n'es pas obligé, lui, » rappela-t-il. « Je peux recevoir Antoine seul comme d'habitude. » Maria inspira profondément. « Non, je veux être présente, comme votre aide-soignante, simplement, pour l'instant. » Ils descendirent ensemble, Maria restant délibérément en retrait pendant qu'Eduardo accueillait son médecin. Durant l'examen de routine, elle se tenait silencieuse, préparant les médicaments, notant les recommandations, évitant soigneusement le regard direct du docteur Vernier. « Vos fonctions motrices s'améliorent. Considérablement, monsieur Mercier, » observa le médecin avec satisfaction. « Quel est votre secret? »« J'ai retrouvé une raison de me déplacer, » répondit simplement Eduardo en jetant un coup d'œil vers Maria. Le docteur Vernier se tourna alors complètement vers elle, lui adressant un sourire professionnel. « Vous devez être la nouvelle aide-soignante dont Hélène m'a parlé. Votre présence semble faire des merveilles. »« Maria, » se présenta-t-elle, sa voix à peine audible. « Vous attendez un heureux événement à ce que je vois, » remarqua-t-il avec bienveillance. « Pour quand est prévu l'accouchement? »« Début février. Un enfant d'hiver, » sourit-il. « J'en étais un aussi. » Un silence étrange s'installa, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Maria sentit le regard d'Eduardo sur elle, l'encourageant silencieusement. « Docteur, » commença-t-elle, hésitante, « avez-vous déjà exercé à Marseille ?» Une ombre passa sur le visage d'Antoine Vernier. « Oui, pendant mes années d'internat, à l'hôpital Saint-Joseph. » Il la regarda plus attentivement. « Nous nous sommes déjà rencontrés ?» Maria secoua la tête. « Non, mais ma mère y travaillait comme infirmière, Lucie Dumas. » Le médecin pâlit visiblement, s'appuyant sur le bureau d'Eduardo. « Lucie, » répéta-t-il, le nom semblant lui échapper comme un souffle. « Comment va-t-elle? » « Elle est décédée il y a 3 ans. » Antoine ferma brièvement les yeux, accusant le coup. « Je suis désolé de l'apprendre. Nous étions proches, à une époque. » Maria sortit de sa poche la photographie trouvée dans le carnet. « Je sais, » dit-elle simplement en la lui tendant. Antoine prit l'image, ses doigts tremblant légèrement. Il regarda alternativement la photo et Maria, la compréhension se lisant progressivement sur son visage. « Tu es sa fille, » murmura-t-il. Puis, après une pause chargée d'émotion, « Notre fille ?» Maria acquiesça, incapable de parler. Eduardo s'éclipsa discrètement, les laissant seuls avec cette vérité qui venait d'éclore. De la fenêtre de son bureau, il les observa plus tard marcher lentement dans le jardin, leurs silhouettes se détachant contre le paysage automnal, engagés dans une conversation qui comblait 26 années de silence. Le soir venu, quand Maria vint lui raconter leur échange, Eduardo fut frappé par la similitude entre cette réconciliation et celle qu'il avait lui-même vécue avec sa petite-fille. Comme si l'univers, dans sa sagesse mystérieuse, orchestrait une guérison collective des blessures familiales. « Il a pleuré », confia Maria. « Il m'a dit qu'il avait cherché ma mère pendant des années, qu'il n'avait jamais compris pourquoi elle avait disparu. Il croyait avoir fait quelque chose de mal. »
Les malentendus peuvent creuser des fossés plus profonds que la haine, observa Eduardo. J'en sais quelque chose. Il voudrait faire partie de ma vie, de la vie de son petit enfant, ajouta-t-elle en caressant son ventre. Eduardo sourit, sentant un cercle se refermer, une harmonie se restaurer dans l'ordre des choses. Décembre apporta la neige sur la villa Bellevue, transformant le domaine en un paysage féerique. Maria, dont la grossesse entrait dans son 8e mois, contemplait souvent ce tableau blanc depuis la véranda chauffée où Eduardo avait fait installer un second piano. « Pour que tu puisses jouer pendant que je t'accompagne », avait-il expliqué, bien que Maria n'eût jamais pris de leçon. Ce jour-là, Antoine était venu pour le déjeuner, une habitude récente qui s'était naturellement installée. Il observait Maria et Eduardo côte à côte devant le clavier, le vieil homme guidant patiemment les doigts de sa petite-fille sur les touches. « C'est étrange », dit Antoine en s'approchant. « J'ai toujours senti une familiarité inexplicable entre vous deux, même avant de savoir. » Eduardo hocha la tête. « Le sang reconnaît le sang, peut-être. Ou simplement deux âmes qui se ressemblent, » suggéra Maria. Leur relation avait évolué en un trio harmonieux, chacun trouvant sa place dans cette constellation familiale inattendue. Antoine, désormais conscient du lien entre Eduardo et Maria, avait été initialement stupéfait par ces coïncidences du destin. C'est comme si une main invisible avait guidé nos chemins pour qu'ils se croisent à nouveau, avait-il dit. Ce jour-là, après le repas, Eduardo demanda à parler seul à seul avec Antoine. Maria les laissa dans le bureau, intrigués, mais respectant leur intimité. Quand ils la rejoignirent 1 heure plus tard, quelque chose avait changé dans leur attitude. « Nous avons une proposition à te faire », annonça Eduardo, un éclat inhabituel dans le regard. Antoine prit le relais. « J'ai un cabinet médical au village depuis 5 ans. Je cherchais justement une infirmière pour m'assister. Quand tu seras prête, après la naissance et ton congé maternité, vous m'offrez un emploi, » s'étonna Maria. « Plus que cela, » intervint Eduardo. « Nous pensons à l'avenir, à ton avenir et à celui de l'enfant. » Ils expliquèrent alors leur vision. Maria et son bébé vivraient à la Villa Bellevue. Eduardo transformerait une partie de l'aile est en appartement indépendant pour eux. Antoine, qui habitait une maison à quelques kilomètres, serait présent régulièrement, tant comme médecin d'Eduardo que comme père et grand-père. « Tu pourrais terminer tes études d'infirmière », continua Antoine. « Je connais le directeur de l'école locale. Un arrangement pourrait être trouvé pour des horaires adaptés. » Maria les regarda tour à tour, submergée par cette proposition généreuse qui résolvait tant de ses inquiétudes. « C'est beaucoup à assimiler, » dit-elle doucement. « Bien sûr, » acquiesça Eduardo. « Prends ton temps pour réfléchir. » Ce soir-là, seule dans sa chambre, Maria sortit le médaillon que sa mère lui avait transmis avant de mourir, celui-là même qu'elle avait reconnu sur la photo d'Eduardo. Elle le fit tourner entre ses doigts, observant la pierre bleue capter la lumière. « Que ferais-tu, maman » murmura-t-elle. « Accepterais-tu cette deuxième chance ?» Comme en réponse, son bébé donna un coup particulièrement vigoureux. Maria sourit, posant sa main sur son ventre. « Tu as raison, » dit-elle. « Parfois, la vie nous offre exactement ce dont nous avons besoin, même si ce n'est pas ce que nous avions imaginé. » Sa décision était prise. Les semaines qui suivirent furent consacrées aux préparatifs. Eduardo, retrouvant une énergie que même son médecin jugeait remarquable, supervisait personnellement la transformation de 3 pièces de l'aile est en un coquet appartement pour Maria et son enfant. « Pas trop de roses » avait-elle précisé en souriant. « Nous ne savons pas encore si c'est une fille ou un garçon. »« Des tons neutres, alors » avait acquiescé Eduardo, mais chaleureux. Antoine venait presque quotidiennement, apportant tantôt des livres sur la parentalité, tantôt des équipements médicaux pour surveiller la fin de grossesse de Maria. La complicité naissante entre les deux hommes, liés par leur amour pour elle, créait une atmosphère de sérénité dans la grande demeure autrefois si austère. Un matin de janvier, alors que Maria organisait les vêtements de bébé dans la commode nouvellement installée, Hélène vint la chercher en urgence. « C'est Monsieur Mercier », dit-elle, le visage tendu. « Il ne se sent pas bien. » Maria se précipita aussi vite que son état le lui permettait. Eduardo était assis dans son fauteuil, le teint gris, une main crispée sur sa poitrine. « J'ai appelé Antoine », dit-il faiblement. « Ce n'est rien, juste une indigestion. » Mais son regard disait autre chose. Maria prit ses constantes, son instinct d'infirmière prenant le dessus sur son inquiétude. « Depuis combien de temps avez-vous cette douleur ?»« Depuis ce matin, » admit-il. « Ça va passer. » Antoine arriva dans un délai record, sa voiture projetant des graviers dans l'allée. Son diagnostic fut rapide et sans appel. « Nous devons vous hospitaliser, Eduardo.
Immédiatement, dans l'ambulance qui les emmenait vers l'hôpital régional, Maria tenait fermement la main de son grand-père. Entre deux respirations laborieuses, il murmura « N'aie pas peur, je ne partirai pas maintenant, pas avant d'avoir vu son visage. » Les heures qui suivirent se déroulèrent dans un flou angoissant. Antoine, usant de son influence à l'hôpital, s'assurait qu'Eduardo recevait les meilleurs soins. Le diagnostic tomba. Un infarctus modéré, nécessitant une intervention mais sans danger immédiat. « Il est solide », rassura le cardiologue, et visiblement déterminé à vivre. Cette nuit-là, Maria resta au chevet d'Eduardo, refusant de rentrer malgré son état avancé de grossesse. Dans la chambre d'hôpital baignée de la lumière bleutée des moniteurs, elle lui raconta des histoires de sa propre enfance, des anecdotes sur sa mère qu'il n'avait jamais entendues. « Elle gardait votre photo, vous savez, » révéla-t-elle, cachée dans son tiroir à bijoux. Je l'ai découverte après sa mort. Au dos, elle avait écrit « Papa 1989 ». C'est la seule fois où j'ai vu ce mot écrit de sa main. Eduardo, à demi conscient sous l'effet des sédatifs, serra faiblement ses doigts. Un geste qui valait toutes les réconciliations. Au matin, son état s'était stabilisé. L'opération était prévue pour l'après-midi. Antoine convainquit finalement Maria de rentrer se reposer quelques heures. « Je te promets de ne pas le quitter », assura-t-il. « Mais tu dois penser à ton bébé maintenant. » À contre-cœur, elle accepta. Avant de partir, elle se pencha vers Eduardo et murmura « Je reviendrai avant l'opération. Tenez bon, nous avons encore tant de mélodies à jouer ensemble. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en rentrant à la Villa Bellevue, épuisée par les émotions et le manque de sommeil, son propre corps lui réservait une surprise. Les premières contractions commencèrent alors qu'elle franchissait à peine le seuil de sa chambre. « Ce n'est pas possible », haleta Maria, alors qu'Hélène l'aidait à s'allonger. « C'est trop tôt. 2 semaines trop tôt. Les bébés ont leur propre calendrier, ma chérie, » répondit la gouvernante avec un calme rassurant. « J'ai appelé une ambulance et prévenu le docteur Vernier. » Les contractions s'intensifiaient rapidement, trop rapidement. Maria, malgré sa formation d'infirmière, se sentait dépassée par la situation, non pas par manque de connaissances, mais parce qu'elle était désormais la patiente, vulnérable et effrayée. « Je veux qu'Eduardo sache, » dit-elle entre deux respirations difficiles. « S'il te plaît, Hélène. » L'ambulance arriva, mais il devint vite évident qu'il n'aurait pas le temps d'atteindre l'hôpital. « Ce bébé est pressé de voir le monde », constata le paramédical après un examen rapide. « Nous allons devoir faire ça ici. » Comme par miracle, Antoine arriva à cet instant précis, ayant quitté l'hôpital dès qu'il avait reçu l'appel. « Je suis là », dit-il en prenant la main de Maria. « Tout va bien se passer. » Dans un étrange retournement du destin, le père qui n'avait pas assisté à sa naissance allait maintenant l'aider à mettre au monde son propre enfant. « Eduardo » demanda-t-elle entre deux poussées. « Stable. L'opération est reportée à demain. Il m'a fait promettre de te ramener en bonne santé, toi et le bébé. » Le travail fut intense mais rapide. À 14h37, un cri vigoureux résonna dans la Villa Bellevue, celui d'une petite fille aux poumons particulièrement développés. « Elle est parfaite », murmura Antoine, des larmes coulant librement sur son visage, alors qu'il déposait le nouveau-né sur la poitrine de Maria. « Claire », décida immédiatement Maria. « Elle s'appellera Claire. » À l'hôpital, au même moment, Eduardo sortait d'un sommeil agité. Une infirmière notait ses constantes quand son téléphone vibra. Le message d'Antoine était accompagné d'une photo. Maria tenant un minuscule bébé emmitouflé dans une couverture. « Ta petite fille vient de donner naissance à ta arrière-petite-fille. Elles vont bien toutes les deux. Elle s'appelle Claire. Repose-toi. Maintenant, tu la rencontreras bientôt. » Eduardo serra le téléphone contre son cœur, fermant les yeux pour contenir son émotion. Dans sa poitrine, l'organe fatigué qui avait failli l'abandonner semblait battre avec une vigueur renouvelée. « Merci », murmura-t-il à qui voulait l'entendre, à la vie peut-être, ou au destin qui avait tissé cette tapisserie complexe de séparation et de retrouvailles. Le lendemain, son opération fut un succès. 3 jours plus tard, il recevait l'autorisation exceptionnelle de quitter brièvement l'hôpital pour une visite à domicile, accompagné d'une infirmière et d'Antoine. Quand il entra dans la chambre où Maria se reposait, tenant la petite Claire dans ses bras, le temps sembla suspendu. 4 générations réunies dans une même pièce, défiant les probabilités et les malentendus du passé. « Voulez-vous la tenir ?» proposa Maria. Avec une tendresse infinie, Eduardo prit la minuscule enfant dans ses bras tremblants. La petite ouvrit brièvement les yeux, des yeux dont la couleur, encore indéfinie, promettait pourtant déjà cette même intensité que Claire Lucie avait hérité de lui. « Bonjour Claire », murmura-t-il. « Je suis ton arrière-grand-père. »
et je te promets que je serai toujours là pour toi. » Le printemps avait transformé la villa Bellevue. Les fenêtres, autrefois perpétuellement closes, s'ouvraient désormais sur les jardins où les roses commençaient à fleurir. Dans le petit salon de l'aile est, Maria berçait doucement Claire, fredonnant cette mélodie familiale qui semblait traverser les générations. Eduardo, ayant récupéré remarquablement bien de son opération, s'exerçait à marcher sans canne dans le jardin sous la supervision vigilante d'Antoine. Sa détermination à retrouver son autonomie pour pouvoir un jour tenir la main de sa petite Claire lors de ses premières explorations du monde était sa motivation quotidienne. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui », annonça Maria lors du dîner, « de Thomas. » Le silence tomba sur la table. Thomas, le père biologique de Claire, n'avait jamais été mentionné depuis la naissance. « Il a appris pour Claire par un ami commun, » continua-t-elle. « Il dit qu'il regrette, qu'il aimerait la connaître. »« Et qu'en penses-tu » demanda Eduardo avec prudence. Maria plia soigneusement la serviette avant de répondre. « Je pense que Claire a droit à connaître son père biologique. Pas maintenant, mais un jour. Ce sera son choix. » Antoine hocha la tête, une ombre de douleur traversant brièvement son visage. « Tu as raison, » dit-il. « Les secrets de famille ne protègent personne à long terme. » Eduardo observa ces deux êtres qui étaient devenus sa famille, admirant leur sagesse et leur absence de ressentiment. Lui qui avait passé tant d'années à cultiver sa rancœur, apprenait désormais la grâce du pardon. « J'aimerais vous montrer quelque chose, » dit-il en se levant. Il les conduisit à son bureau et ouvrit le tiroir du bas de son secrétaire. Il en sortit un écrin en velours bleu nuit. « J'ai fait « Restaurer ceci », expliqua-t-il en l'ouvrant. À l'intérieur reposait le médaillon en forme de goutte d'eau, sa pierre bleue brillant sous la lumière. Mais il était désormais accroché à une chaîne en or plus longue, et 3 petites pierres supplémentaires y avaient été serties. « Une pour chaque génération », expliqua Eduardo. « Claire, la première, Lucie, ta mère, toi, et la petite Claire. 4 femmes fortes de notre famille. » Maria caressa le bijou, émue par ce geste symbolique. « Il est destiné à Claire, » continua Eduardo, « pour ses 16 ans peut-être. Mais je voulais que vous le voyiez maintenant, tous les deux. » Antoine posa une main sur l'épaule d'Eduardo, ce contact simple exprimant mieux que des mots le lien qui s'était tissé entre eux, 2 hommes qui avaient chacun à leur façon perdu puis retrouvé une famille. Plus tard ce soir-là, Maria sortit sur la terrasse où Eduardo contemplait les étoiles. « J'ai réfléchi à quelque chose, » dit-elle. « J'aimerais transformer l'aile ouest en lieu d'accueil temporaire. Un lieu d'accueil pour des mères célibataires, des femmes enceintes en difficulté, un endroit où elles pourraient trouver un refuge, le temps de se reconstruire. Avec Antoine, nous pourrions assurer un suivi médical. Et vous, moi, s'étonna Eduardo, vous pourriez partager votre sagesse, celle qu'on acquiert quand on a fait des erreurs et qu'on a eu la chance de pouvoir les réparer. » Eduardo contempla la proposition, visualisant ses pièces, vides soudain animées par la vie, les rires, peut-être les pleurs aussi, une façon de transformer leur histoire personnelle en quelque chose qui pourrait aider d'autres. « L'idée me plaît, » dit-il simplement. Claire Lucie aurait aimé ça. Sous le ciel étoilé, ils scellèrent ce nouveau projet par un silence complice, tandis que dans la chambre voisine, la petite Claire dormait paisiblement, ignorant encore le réseau complexe d'amour, de perte et de rédemption dans lequel elle était née. 1 an, plus tard, jour pour jour, le jardin de la Villa Bellevue avait été transformé pour l'occasion. Des tables blanches disposées sous les arbres, des guirlandes de lumière suspendues aux branches, des bouquets de fleurs champêtres ornant chaque surface disponible. Un petit groupe de personnes était rassemblé pour célébrer à la fois le premier anniversaire de Claire et l'inauguration officielle de la Maison Lucie. L'aile ouest avait été entièrement rénovée, divisée en 5 appartements, confortables destinés à accueillir des femmes en difficulté. Le premier étage abritait désormais un cabinet médical, où Antoine et Maria, qui avaient finalement obtenu son diplôme d'infirmière, offrirent des consultations gratuites 2 jours par semaine. Eduardo, appuyé sur une canne plus par habitude que par nécessité, observait avec fierté ce petit monde qui évoluait autour de lui. Il avait récemment fêté ses 70 ans, et pour la première fois de sa vie, il envisageait l'avenir avec sérénité plutôt qu'avec appréhension. « À quoi pensez-vous » demanda Maria en s'approchant, Claire perchée sur sa hanche. La petite fille tendit immédiatement les bras vers son arrière-grand-père, son visage s'illuminant de ce sourire qui faisait fondre tous les cœurs. « Je pensais aux saisons, » répondit Eduardo en prenant Claire contre lui, « à la façon dont elles se suivent, inévitablement. L'hiver peut sembler éternel,
Mais le printemps finit toujours par arriver. Maria sourit, comprenant la métaphore. « Vous êtes devenu poète maintenant ?»« J'ai toujours eu une âme de poète, » plaisanta-t-il. Simplement, personne n'était là pour l'entendre. Ils observèrent ensemble Antoine, qui discutait avec les 2 premières résidentes de la maison Lucie, une jeune femme enceinte de jumeaux et une mère adolescente avec son bébé de 2 mois. « Savez-vous ce que Claire Lucie m'a écrit dans sa dernière lettre ?» demanda soudain Maria. « Celle que j'ai trouvée après sa mort. » Eduardo secoua doucement la tête attentif. Elle disait « Ma chère fille, la vie est comme un jardin. Parfois, on plante des graines sans jamais voir les fleurs qu'elles donneront. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne fleuriront pas. J'espère que tu verras un jour les fleurs que j'ai plantées pour toi. » Les yeux d'Eduardo s'embuèrent. « Et tu les vois maintenant ?»« Oui, » murmura Maria. « Elles sont tout autour de nous. » La petite Claire gazouilla joyeusement, comme pour approuver cette observation. Au même moment, les premières notes de la berceuse familiale s'élevèrent du piano installé sur la terrasse. Hélène, qui avait récemment pris des leçons, jouait maladroitement, mais avec cœur. « Allons rejoindre les autres », proposa Maria. Ils avancèrent ensemble vers le groupe rassemblé, 3 générations marchant côte à côte, portant en eux l'héritage d'une 4e. Dans le ciel, les dernières lueurs du jour cédaient la place à un crépuscule doux. Une nouvelle saison commençait pour la Villa Bellevue et ses habitants. Une saison de guérison, de croissance et de promesses tenues. Et dans les yeux de la petite Claire, qui observait le monde avec cette curiosité insatiable propre aux enfants, brillait déjà l'étincelle de toutes les possibilités à venir.